Bonjour poulet. Oui, il faut dire bonjour au poulet dans le chat. Oui. Vous arrivez, on vient de finir le premier chapitre et on est en train de résumer le premier chapitre. Alors le chapitre 1, il commence sur les chapeaux de roue. Sachez-le, c'est un incipit de folie. C'est-à-dire que pendant 2 énormes paragraphes, le narrateur, il nous dit « Ah là là, c'est l'affaire la plus stylée du siècle, vous pouvez pas tester » et il dit rien de plus et il le dit tellement bien que moi j'étais déjà dedans. Genre... Ah oui, les coccinelles, la branlette. Non mais la clame, tu vas les faire fuir. On y viendra à la branlette. Mais c'est pas l'essentiel du chapitre 1. Et ensuite, il nous pose le mystère de la chambre jaune tel qu'il a été posé au monde entier au matin du drame du château du Glandier, puisque c'est au château du Glandier que le drame se produit, plus précisément dans un petit abri qui s'appelle je sais plus comment, au bout du parc, très loin du château, à 300 mètres du château, et où se trouve le laboratoire de Monsieur Stangerson et de sa fille Mathilde qui est la victime du mystère de la chambre jaune. Toujours est-il que dans le résumé, on nous présente ce qui s'est passé à travers le témoignage du père Jacques, qui est le serviteur, le majordome des Stangerson, qui s'est fait ban. Allez, Tritri s'est fait ban sur mon stream, c'est génial. Bienvenue Tritri. Là, tu vois, t'es vraiment bien accueilli. Le mystère de la chambre jaune, le principe est simple, il est minuit, Mathilde Stangerson va se coucher dans la chambre jaune qui est attenante au laboratoire. Elle se ferme à double tour, les volets sont fermés de l'intérieur, les portes sont fermées de l'intérieur, et à minuit 30, elle se met à râler sur le plancher. C'est là qu'on a un peu rigolé parce qu'on a eu une image, j'ai eu une image où je l'imaginais grommeler sur son plancher en me disant « Oh là là, elle me fait chier ce plancher !» Alors que pas du tout. A priori, si elle râle, c'est que c'est plus genre « Ah, je meurs !» Et elle crie à l'assassin, elle souffre. La meuf, elle souffre beaucoup. Il se trouve que, pourquoi les coccinelles ? Parce que quand elle s'est enfermée à double tour, le concierge slash père Jacques slash serviteur s'est un petit peu moqué d'elle en disant qu'elle avait peur de la bête du bon Dieu, mais on n'avait pas encore le contexte, et on pensait que la bête du bon Dieu, c'était une superstition, le diable, ou une coccinelle. Parce que les bêtes à bon Dieu, c'est les coccinelles. Voilà, il faut le savoir. Et en fait, on a tous imaginé une coccinelle géante qui attaquait Mathilde Stangerson, et c'est pour ça qu'elle était genre... pendant que le père il tambourinait à la porte en disant ma fille, et elle était là sur et voilà. Mais en fait pas du tout, la bête du bon Dieu c'est le nom du petit chat de la mère à genoux, qui est globalement une vieille femme qui vit seule dans une forêt, on le sait, mais qui passe un peu pour une sorcière parce qu'elle habite à côté de la grotte de Sainte-Geneviève, là, c'est mystérieux tout ça. Qu'a-t-elle à voir dans cette histoire ? C'est probablement rien du tout, mais peut-être qu'elle aura quand même des informations. Ah oui, on a rencontré le juge Marquet. Le juge Marquet qui veut quasiment démolir les murs pour pouvoir enquêter sur pourquoi, comment, qui, qu'est-ce. Toujours l'éloquence, très important. C'est ma passion, le juge Marquet, sachez-le. Elle souffre ou alors elle déteste son parquet, c'est pas sûr. Tu as tout compris, Cléo, tu as tout compris. C'est exactement ça. Bon, mais je crois qu'on a tout résumé. On va pouvoir passer au chapitre 2. Vous êtes prêts ? Le chapitre 2 s'intitule « Où apparaît pour la première fois Joseph Rouletabille ». Oh oui, on va le faire parler un peu comme ça. Ça va être trop bien. Oui. C'est vrai qu'ils osotaient un peu et ils posent des questions, Joseph, parce que c'est une jeune pousse dans le grand milieu du reportage. Chapitre 2 « Où apparaît pour la première fois Joseph Rouletabille ». Je me souviens, comme si la chose s'était passée hier, de l'entrée du jeune Rouletabille dans ma chambre, ce matin-là. Il était environ 8 heures, et j'étais encore au lit, lisant l'article du matin relatif au crime du Glandier. Mais avant toute autre chose, le moment est venu de vous présenter mon ami. Ton ami. Pardon. Mais non, mais il me fait rire. Je suis pas concentrée pour lire un drame, en fait, je crois, là. Je vais me servir un verre d'eau. J'arrive pas à mettre le capuchon. Me faites pas rire quand je bois. Chapitre 2. Où apparaît pour la première fois Joseph Rouletabille. Je me souviens, comme si la chose s'était passée hier, de l'entrée du jeune Rouletabille dans ma chambre ce matin-là. Il était environ 8 heures et j'étais encore au lit, lisant l'article du matin relatif au crime du Glandier. Mais avant toute autre chose, le moment est venu de vous présenter mon ami. J'ai connu Joseph Rouletabille quand il était petit reporter. À cette époque, je débutais au barreau et j'avais souvent l'occasion de le rencontrer dans les couloirs des juges d'instruction quand j'allais demander un permis de communiquer pour Mazas ou pour Saint-Lazare.
Il avait, comme on dit, une bonne balle. Qui dit ça? Sa tête était ronde comme un boulet. C'est pas très gentil. Et c'est à cause de cela, pensais-je, que ses camarades de la presse lui avaient donné ce surnom qui devait lui rester et qu'il devait illustrer. Rouletabille. As-tu vu Rouletabille? Tiens, voilà ce sacré Rouletabille. Il était toujours rouge comme une tomate, tantôt gai comme un pinson et tantôt sérieux comme un pape. Comment, si jeune, il avait, comme je le vis pour la première fois à 16 ans et demi, gagnait-il déjà sa vie dans la presse? Voilà ce qu'on eût pu se demander si tous ceux qui l'approchaient n'avaient été au courant de ses débuts. Lors de l'affaire de la femme coupée en morceaux de la rue Oberkampf. Mais c'est horrible! Je comprends que Léo Punkt ait fait des cauchemars en vrai. Lors de l'affaire de la femme coupée en morceaux de la rue Oberkampf. En plus, moi je dis ça avec un sourire dans la voix, ça va pas du tout. La femme coupée en morceaux, Trilali-lalou. Non mais calme-toi. Bon. Lors de l'affaire de la femme coupée en morceaux de la rue Oberkampf, il avait apporté au rédacteur en chef de l'Époque, journal qui était alors en rivalité d'information avec Le Matin, le pied gauche qui manquait dans le panier où furent découverts les lugubres débris. Ce pied gauche, la police le cherchait en vain depuis 8 jours. Vous imaginez l'état du pied après 8 jours? Ah! Et le jeune Rouletabille l'avait trouvé dans un égout où personne n'avait eu l'idée de l'y aller chercher. Il lui avait fallu pour cela s'engager dans une équipe d'égoutiers d'occasion que l'administration de la ville de Paris avait réquisitionnée à la suite des dégâts causés par une exceptionnelle crue de la Seine. Moi je fais pas ça, hein. Déjà j'ai une phobie des pieds, sachez-le, je suis toujours en chaussettes. J'ai mis des chaussettes de Noël aujourd'hui pour me donner de la force d'ailleurs. Pourquoi je vous dis ça? On s'en fout, on reste concentré. J'ai envie de vous montrer mes chaussettes. Non, il y a des petits sapins sur mes chaussettes. Il y a que Internet et Twitch pour faire ça. T'arrives pas dans un bar et tu dis à quelqu'un « salut, tu veux voir mes chaussettes ?» Et la personne qui te dit « Oui, j'attends que ça. » Et toi, tu lui enlèves tes chaussures et tu lui montes ton pied. Ça n'arrive pas dans la vraie vie, ça. Et là, vous avez tous réclamé les chaussettes. En fait, on est tous barjots. C'est ça qu'on est en train de vivre. On reprend la lecture. Pour la 4e fois, je vais y arriver. Quand le rédacteur en chef fut en possession du précieux pied et qu'il eut compris par quelle suite d'intelligentes déductions un enfant avait été amené à le découvrir, il fut partagé entre l'admiration que lui causait tant d'astuces policières dans un cerveau de 16 ans et l'allégresse de pouvoir exhiber à la morgue vitrine du journal le pied gauche de la rue Oberkampf. Ah carrément, le pied il a son propre titre quoi. « Avec ce pied, s'écria-t-il, je ferai un article de tête !» Oh là là. Mais il n'est pas rédacteur en chef pour rien celui-là. Il a fait un petit jeu de mots et tout, on est content. Puis, quand il eut confié le sinistre colis au médecin légiste attaché à la rédaction de l'Époque, il demanda à celui qui allait être bientôt Rouletabille ce qu'il voulait gagner pour faire partie, en qualité de petit reporter, du service des faits divers. 200 francs par mois, fit modestement le jeune homme, surpris jusqu'à la suffocation d'une pareille proposition. Vous en aurez 250, répartit le rédacteur en chef. Seulement vous déclarerez à tout le monde que vous faites partie de la rédaction depuis 1 mois, qu'il soit bien entendu que ce n'est pas vous qui avez découvert le pied gauche de la rue d'Oberkampf, mais le journal L'Époque. Ici, mon petit ami, l'individu n'est rien, le journal est tout. On adore l'appropriation du travail des autres. Sur quoi, il pria le nouveau rédacteur de se retirer. Sur le seuil de la porte, il le retint cependant pour lui demander son nom. L'autre répondit « Joséphin. »« Mais ça n'est pas un nom, ça !» fit le rédacteur en chef. « Mais puisque vous ne signez pas, ça n'a pas d'importance. » Tout de suite, le rédacteur imberbe se fit beaucoup d'amis, car il était serviable et doué d'une bonne humeur qui enchantait les plus grognons et désarma les plus jaloux. Au café du barreau, où les reporters des faits divers se réunissaient alors avant de monter au parquet ou à la préfecture chercher leurs crimes quotidiens, il commença de se faire une réputation de débrouillard qui franchit bientôt les portes même du cabinet du chef de la sûreté. Quand une affaire en valait la peine et que Rouletabille, il était déjà en possession de son surnom, avait été lancé sur la piste de guerre par son rédacteur en chef, il lui arrivait souvent de damer le pion aux inspecteurs les plus renommés.
C'est au café du barreau que je fis avec lui plus ample connaissance. Avocats, criminels et journalistes ne sont point ennemis, les uns ayant besoin de réclames et les autres de renseignements. Nous causâmes et j'éprouvai tout de suite une grande sympathie pour ce brave petit bonhomme de Rouletabille. Il était d'une intelligence si éveillée et si originale, et il avait une qualité de pensée que je n'ai jamais retrouvée ailleurs. À quelque temps de là, je fus chargé de la chronique judiciaire au cri du boulevard. Mon entrée dans le journalisme ne pouvait que resserrer les liens d'amitié qui déjà s'étaient noués entre Rouletabille et moi. Enfin, mon nouvel ami ayant eu l'idée d'une petite correspondance judiciaire qu'on lui faisait signer Business à son journal L'Époque, je fus à même de lui fournir souvent les renseignements de droit dont il avait besoin. Près de 2 années se passèrent ainsi, et plus j'apprenais à le connaître, plus je l'aimais, car, sous ses dehors de joyeuses extravagances, je l'avais découvert extraordinairement sérieux pour son âge. Enfin, plusieurs fois, moi qui étais habitué à le voir très gai et souvent trop gai, je le trouvais plongé dans une tristesse profonde. Je voulus le questionner sur la cause de ce changement d'humeur, mais chaque fois, il se reprit à rire et ne répondit point. Un jour, l'ayant interrogé sur ses parents dont il ne parlait jamais, il me quitta, faisant celui qui ne m'avait pas entendu. On sent le background, l'arrière-plan. Ça me fait un peu de la peine. Sur ces entrefaites éclata la fameuse affaire de la chambre jaune, qui devait non seulement le classer le premier des reporters, mais encore en faire le premier policier du monde. Double qualité qu'on ne saurait s'étonner de trouver chez la même personne, attendu que la presse quotidienne commençait déjà à se transformer et à devenir ce qu'elle est à peu près aujourd'hui, la Gazette du crime. Des esprits moroses pourront s'en plaindre. Moi, j'estime qu'il faut s'en féliciter. On n'aura jamais assez d'armes, publiques ou privées, contre le criminel. À quoi ces esprits moroses répliquent qu'à force de parler de crime, la presse finit par les inspirer. Mais il y a des gens, n'est-ce pas, avec lesquels on n'a jamais raison. Ce paragraphe est si classe pour dire « Cause the haters gonna hate, 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 hate ». Il y a des gens, n'est-ce pas, avec lesquels on n'a jamais raison. Oh là là, j'adore. Voici donc Rouletabille dans ma chambre ce matin-là, 26 octobre 1892. Il était encore plus rouge que de coutume. Les yeux lui sortaient de la tête, comme on dit, et il paraissait en proie à une sérieuse exaltation. Il agitait le matin d'une main fébrile et il me cria « Eh bien, mon cher Sinclair, vous avez lu ? Vous avez lu ? Le crime du Glandier ? Oui, la chambre jaune, qu'est-ce que vous en pensez ? Dame, je pense que c'est le diable ou la bête du bon Dieu qui a commis le crime. Soyez sérieux! Eh bien, je vous dirais que je ne crois pas beaucoup aux assassins qui s'enfuient à travers les murs. Le père Jacques, pour moi, a eu tort de laisser derrière lui l'arme du crime. Et comme il habite au-dessus de la chambre de Mademoiselle Stangerson, l'opération architecturale à laquelle le juge d'instruction doit se livrer aujourd'hui va nous donner la clé de l'énigme. Et nous ne tarderons pas à savoir par quelle trappe naturelle ou par quelle porte secrète le bonhomme a pu se glisser pour revenir immédiatement dans le laboratoire, auprès de Monsieur Stangerson, qui ne se sera aperçu de rien. Que vous dirais-je ? C'est une hypothèse. Elle est nulle, son hypothèse. Moi, mon hypothèse, c'est qu'elle a fait une mise en scène parce qu'elle voulait se suicider et que ça a mal tourné. Et que le meurtrier, c'est pas un gros bonhomme, ça peut être l'enfant qu'elle a abandonné. Et alors, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Et il est caché sous le lit. En tout cas, je pense pas qu'il y ait une trappe. Rouletabille s'assit dans un fauteuil, alluma sa pipe qui ne le quittait jamais, fuma quelques instants en silence, le temps sans doute de calmer cette fièvre qui visiblement le dominait. Et puis, il me méprisa. Du haut de ses 18 ans, il méprise un avocat au barreau de Paris, quand même, hein, le garçon. Il le méprisa. « Jeune homme !» fit-il sur un ton dont je n'essaierai point de rendre la regrettable ironie. « Jeune homme, vous êtes avocat !» Et je ne doute pas de votre talent à faire acquitter les coupables. Mais si vous êtes un jour magistrat, instructeur, combien vous sera-t-il facile de faire condamner les innocents ? Vous êtes vraiment doué, jeune homme. Sur quoi il fuma avec énergie et reprit. On ne trouvera aucune trappe et le mystère de la chambre jaune deviendra de plus en plus mystérieux. Voilà pourquoi il m'intéresse. Le juge d'instruction a raison. On n'aura jamais vu quelque chose de plus étrange que ce crime-là. Avez-vous quelque idée du chemin que l'assassin a pu prendre pour s'enfuir ? Demandai-je. Aucune, me répondit Rouletabille. Aucune pour le moment, mais j'ai déjà mon idée faite sur le revolver. Par exemple, le revolver n'a pas servi à l'assassin. Et à qui donc a-t-il servi, mon Dieu ? Eh bien, mais à Mademoiselle Stangerson, allez, je l'avais dit. Moi, je suis team Rouletabille, les gars. Je suis team Rouletabille. Oui !
J'avais pas lu le 2e chapitre, je vous jure, j'avais lu que le 1er chapitre. Je ne comprends plus, fis-je. Ou mieux, je n'ai jamais compris. Rouletabille haussa les épaules. Mais rien ne vous a particulièrement frappé dans l'article du matin ? Ma foi, non, j'ai trouvé tout ce qu'il raconte également bizarre. Eh bien, mais... et la porte fermée à clé ? C'est la seule chose naturelle du récit. Vraiment ? Et le verrou ? Le verrou ? Le verrou poussé à l'intérieur. Voilà bien des précautions prises par mademoiselle Stangerson. Mademoiselle Stangerson, quant à moi, savait qu'elle avait à craindre quelqu'un. Elle avait pris ses précautions. Elle avait même pris le revolver du père Zach, sans lui en parler. Sans doute, elle ne voulait effrayer personne. Elle ne voulait surtout pas effrayer son père. Ce que mademoiselle Stangerson redoutait est arrivé. Et elle s'est défendue, et il y a eu bataille, et elle s'est servie assez adroitement de son revolver pour blesser l'assassin à la main. Ainsi s'explique l'impression de la large main d'homme ensanglantée sur le mur et sur la porte, de l'homme qui cherchait presque à tâtons une issue pour fuir, mais elle n'a pas tiré assez vite pour échapper au coup terrible qui venait la frapper à la tempe droite. Je suis pas aussi perspicace que Rouletabille. Effectivement, il est fort probable qu'elle craignait quelque chose, mais on a appris dans sa description qu'elle avait abandonné un enfant. Et je me dis que c'est pas anodin si c'est dans la description de la page Wikipédia. Ce n'est donc point le revolver qui a blessé mademoiselle Stangerson à la tempe. Le journal ne le dit pas, et quant à moi, je ne le pense pas. Toujours parce que il m'apparaît logique que le revolver a servi à mademoiselle Stangerson contre l'assassin. Maintenant, quelle était l'arme de l'assassin ? Ce coup à la tempe semblerait-il attester que l'assassin a voulu assommer mademoiselle Stangerson, après avoir vainement essayé de l'étrangler. L'assassin devait savoir que le grenier était habité par le père Zach, et c'est une des raisons pour lesquelles, je pense, il a voulu opérer avec une arme de silence, une matraque peut-être, ou un marteau. Mais tout cela ne nous explique pas, fis-je, comment notre assassin est sorti de la chambre jaune. Évidemment, répondit Rouletabille en se levant. Et, comme il faut l'expliquer, je vais au château du Glandier, et je viens vous chercher pour que vous y veniez avec moi. Moi ? Oui, cher ami, j'ai besoin de vous. L'époque m'a chargé définitivement de cette affaire, et il faut que je l'éclaircisse au plus vite. Mais en quoi puis-je vous servir ? Monsieur Robert Darzac est au château du Glandier. C'est vrai, son désespoir doit être sans borne. Il faut que je lui parle. Rouletabille prononça cette phrase sur un ton qui me surprit. Est-ce que vous croyez à quelque chose d'intéressant de ce côté ? Demandai-je. Sinclair joue très bien la surprise et l'étonnement sur cette phrase. Oui. On va refaire le oui de Rouletabille. Oui. Et il ne voulut pas en dire davantage. Il passa dans mon salon en me priant de hâter ma toilette. Ah bah ça. La prochaine fois que quelqu'un se prépare dans la salle de bain, je lui demanderai aussi de hâter sa toilette. Hein. Ah, toute ta toilette. J'ai envie qu'on fasse un mémo de toutes les phrases qui n'ont pas de sens et qui sont un peu désuètes. Je connaissais Monsieur Darzac pour lui avoir rendu un très gros service judiciaire dans un procès civil alors que j'étais secrétaire de Maître Barbet de la Tour. Monsieur Robert Darzac, qui avait à cette époque une 40aine d'années, était professeur de physique à la Sorbonne. Il était intimement lié avec les Stangerson, puisqu'après 7 ans dans une cour assidue, il se trouvait enfin sur le point de se marier avec mademoiselle Stangerson. Personne d'un certain âge, elle devait avoir dans les 35 ans. Ah oui, c'est vrai. Quand on a 35 ans, on est une personne d'un certain âge. C'est important de le signaler. Mademoiselle Stangerson, qui est, on le rappelle, une célibatante, attachante, tutti quanti. Mais encore remarquablement jolie. Mais oui, parce qu'on peut pas être vieille et belle. Alors quand on est vieille et jolie, alors là, c'est un miracle. Cette phrase. Il était intimement lié avec les Stangerson, puisqu'après 7 ans d'une cour assidue, il se trouvait enfin sur le point de se marier avec mademoiselle Stangerson, personne d'un certain âge. Elle devait avoir dans les 35 ans, mais encore remarquablement jolie. Niquez-vous. Pendant que je m'habillais, je criai à Rouletabille qui s'impatientait dans mon salon. « Est-ce que vous avez une idée sur la condition de l'assassin ?»« Oui, répondit-il. Oui, je crois sinon un homme du monde, du moins d'une classe assez élevée. Mais ce n'est encore qu'une impression, hein. Mais qu'est-ce qui vous la donne, cette impression ? Eh bien, mais répliqua le jeune homme, le béret crasseux, le mouchoir vulgaire et les traces de la chaussure grossière sur le plancher. Je comprends, fis-je, on ne laisse pas autant de traces derrière soi quand elles sont l'expression de la vérité. On fera quelque chose de vous, mon cher Sinclair, conclut Rouletabille. Ouh, c'est la fin du chapitre.
1, 2, 1, 2. Ici le juge Marquet, votre humble serviteur. L'enquête suit son cours évidemment, et notre greffier Grizzly a encore frappé. Récapitulons ce chapitre 2. Rouletabille serait un scarabée bousier orphelin, vraiment le pauvre enfant. Il était enquêteur sur l'affaire du Carpaccio d'Oberkampf. Sordide affaire s'il en est une, mais ça donne un petit peu faim cette histoire de Carpaccio. Rouletabille fume autant que son cerveau. Notre greffier a-t-il tout bon ? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous pouvez évidemment suivre mon enquête le mardi soir à 20h50 sur Twitch. Bien cordialement, le juge Marquet.